Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première édition du mois de novembre que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Le 1er novembre est une journée consacrée pour la majorité des Malagasy à déposer des fleurs sur les tombes en souvenir de proches disparus. Cette année, le nombre de visiteurs venus se recueillir semble moins important que celle des années précédentes, selon le constat effectué ce matin au cimetière d'Anzanaar. C'est à la fois un moment propice pour nettoyer les sépultures et un temps de retrouvailles familiales, confie une famille rencontrée par nos équipes sur place ce matin. Comme chaque année, le cimetière d'Anzanaar voit affluer de nombreuses familles et visiteurs en ce 1er novembre. C'est un moment de recueillement où chacun dépose des fleurs sur la tombe de ses proches disparus. C'est aussi l'occasion d'entretenir et de nettoyer les sépultures de la famille, de procéder à quelques réparations, mais surtout un moment de rencontre entre les membres d'une même famille. Selon les explications du gardien du cimetière d'Anzanaar, le nombre de visiteurs cette année est inférieur à celui des précédents 1er novembre. Il est à rappeler que le 2 novembre est traditionnellement la fête des morts. Cependant, comme le 1er novembre est un jour férié, de nombreuses familles en profitent pour venir déposer des fleurs dès cette date. Le 1er novembre dans l'Église catholique est dédié à la commémoration de tous les saints. C'est pourquoi cette journée est appelée Fête de la Toussaint, célébrée chaque année par l'Église catholique apostolique romaine. Dans les actualités également, le prix du gasoil et celui du pétrole a connu une baisse selon les tarifs affichés ce jour dans les stations-service. En revanche, le prix de l'essence reste inchangé. Ainsi, pour ce mois de novembre, le litre d'essence se vend à 5060 ariars, le litre de gasoil à 4550 ariars, soit une baisse de 150 ariars, si le litre de pétrole est à 3400 ariars, enregistrant une diminution de 70 ariars par rapport au mois d'octobre. Et en économie, l'État prévoit une hausse des prélèvements fiscaux selon le projet de loi de finances 2026. Outre les impôts sur les salaires, des taxes toucheront entre autres les véhicules motorisés ainsi que le riz de luxe. Reportage. L'État mettra davantage l'accent sur la fiscalité en 2026 d'après le projet de loi de finances pour cette année. Ainsi, l'impôt sur les revenus salariaux sera relevé à 25% pour les salaires dépassant 4 millions d'ariars. Les autres tranches restent inchangées, 0% pour les salaires inférieurs à 350 000 ariars, 5% pour les salaires entre 350 001 ariars et 400 000 ariars, 10% pour les salaires entre 400 001 et 500 000 ariars, 15% pour les salaires entre 500 001 et 600 000 ariars, 20% pour les salaires entre 600 001 ariars et 4 millions d'ariars. Outre ces taxes sur les revenus, le riz de luxe sera désormais soumis à une TVA de 20%, une mesure inédite depuis 2006. À cette taxe s'ajoutera un droit de douane de 20%. Si ce projet de loi est adopté, tous les détenteurs de véhicules motorisés, voitures, motos, bateaux à moteur ou avions, devront également s'acquitter d'un impôt spécifique. Celui-ci variera de 5 000 ariars à 220 000 ariars selon la puissance, l'ancienneté et le type d'énergie du véhicule. Le texte a déjà été adopté en Conseil des ministres et sera prochainement soumis à l'Assemblée nationale. Et le dédouanement des marchandises au port de Tuamasin ne prend plus que 3 heures depuis la mise en place du système de Smart Scanning. Cette technologie bénéficie aussi bien aux opérateurs économiques qu'aux agents de douane chargés de l'inspection des cargaisons. Les détails. La douane malagasy peut désormais rivaliser avec celle des pays les plus développés. En effet, un Smart Scanning a été installé au port de Tuamasin, un scanner moderne assisté par intelligence artificielle. Grâce à ce nouvel outil, il n'est plus nécessaire d'ouvrir les conteneurs pour inspection. Le contrôle s'effectue en quelques minutes seulement. Résultat, un gain de temps considérable,
une réduction des coûts logistiques et une amélioration notable des services offerts aux opérateurs. Pour la douane, le Smart Scanning renforce la lutte contre la fraude et améliore la qualité des contrôles. Selon les statistiques des services douaniers, à la fin de l'année 2024, environ 80% des dédouanements ont été effectués en moins de 3 heures. Cette performance place désormais Madagascar parmi les pays les plus avancés de la région en matière de dédouanement rapide. Et hier, le 31 octobre, a été célébrée la Journée mondiale des Lémuriens, unis pour les Lémuriens pour la protection de l'avenir. Tel est le thème de cette célébration. Les Lémuriens sont des espèces endémiques uniques à Madagascar et ils font partie des principaux attraits touristiques du pays. Mais ces animaux sont aujourd'hui menacés et risquent de disparaître à cause de diverses pressions. Pour plus de détails. Les lémuriens sont des éléments essentiels de la biodiversité et jouent un rôle majeur dans la protection de l'environnement. À Madagascar, 113 espèces de lémuriens sont répertoriées, toutes uniques au monde. 2 espèces emblématiques et particulièrement menacées sont le lémur kata ou maki, qui vit dans le sud, et le Propithecus candidus, présente dans les forêts des hautes terres et du nord. Le maki vit dans les forêts épineuses du sud, dans les forêts sèches de l'ouest et dans les massifs de l'Anjing. Selon les scientifiques, la population de maki a diminué de 50% en 36 ans. Les principales causes sont la destruction de leur habitat et le braconnage intensif. Aujourd'hui, le lémur kata est classé en danger critique sur la liste rouge de l'UICN. Les lémuriens apportent aussi des services écosystémiques. En se nourrissant des plantes, ils dispersent les graines, contribuant ainsi à la reconstitution des forêts, au maintien de l'équilibre écologique et à la croissance des arbres. On les appelle donc aussi les producteurs et protecteurs de la vie dans la forêt. Ils bénéficient également aux populations locales. Ils attirent les touristes, génèrent des revenus et créent des emplois et des opportunités économiques autour des forêts. Mais face à des pressions telles que la destruction des forêts, l'agriculture illégale, la chasse et le trafic, 95% des espèces de lémuriens sont aujourd'hui en danger, alors que Madagascar est le seul pays à en posséder. Moins de 15% du territoire national est encore couvert de forêts naturelles, ce qui détruit directement l'habitat des lémuriens. Malgré les efforts du gouvernement ces dernières années, en collaboration avec des partenaires tels que le WWF, Madagascar National Park et diverses ONG, pour sensibiliser la population à la protection des espèces et promouvoir une agriculture durable, la participation de tous est nécessaire pour protéger l'avenir des générations futures. Le thème de la célébration de cette journée mondiale des lémuriens, hier 31 octobre, était « Unis pour les lémuriens, pour la protection de l'avenir ». Il est également important de rappeler que la chasse, la détention, la vente et l'exportation des lémuriens sont strictement interdites par la loi internationale définie par la CITES, car ces animaux sont classés espèces en danger critique d'extinction et nécessitent une protection particulière. Du côté du Vaknakar, la 2e édition de la foire de l'habitat se tient à Antirabé pendant 4 jours. Elle a pour objectif de permettre aux clients de rencontrer directement les entrepreneurs et de dialoguer autour du thème du logement et de son environnement. Environ 120 stands exposeront et vendront différents produits liés à l'habitat avec la participation d'opérateurs économiques venus aussi bien d'Antirabé que de la capitale. Viva Antirabé avec Jameson et Jan Arman. La foire de l'habitat, 2e édition, se déroule sur l'avenue de l'Indépendance à Antirabé pendant 4 jours. Cet événement rassemble tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la construction et de l'amélioration de l'habitat. C'est également une occasion pour les consommateurs d'échanger directement avec les professionnels afin de découvrir les différentes offres et solutions disponibles pour la construction ou la rénovation de leur logement. Environ 120 stands participent à cette foire, proposant divers produits à prix promotionnel. Outre les entreprises locales, de nombreux exposants viennent également de la capitale. Tous les aspects liés à la construction de maisons y sont représentés.
Le mont Elbrus, situé en Russie, près de la frontière Géorgie, est le plus haut sommet de l'Europe. Généralement, seuls les alpinistes expérimentés s'aventurent sur cette montagne mythique. Raj Alexandre, jeune malagasy passionné d'alpinisme, fait désormais partie de ces rares conquérants des sommets. Il est officiellement le premier malagasy à atteindre le sommet du mont Elbrus. Anzar Radonarvelu. Raj Alexandre est un jeune malagasy animé d'une énorme volonté pour atteindre ses objectifs. Le 25 septembre dernier, il a réussi l'exploit d'atteindre le sommet du mont Elbrus, la plus haute montagne d'Europe située en Russie, à proximité de la frontière géorgienne. Culminant à 5642 mètres d'altitude, le mont Elbrus représente un défi redoutable réservé aux alpinistes les plus aguerris. La montée exige une grande endurance physique et mentale face à des conditions extrêmes avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 30 degrés, des vents violents et des tempêtes de neige fréquentes. Mais malgré ces épreuves, Raj Alexandre n'a jamais renoncé. Grâce à sa détermination, le drapeau malagasy a flotté pour la première fois au sommet du mont Elbrus. Raj Alexandre avait déjà entrepris avec son père Zuzar Buka et son frère Raïs l'ascension du mont Everest, le plus haut sommet du monde, en mai dernier. Cependant, une défaillance physique les avait contraints à rebrousser chemin avant d'atteindre le sommet de 8849 mètres. Ce revers n'a pas entamé leur motivation. Ils prévoient de retenter l'aventure l'année prochaine. Cette ascension de l'Elbrus marque ainsi une étape de préparation importante en vue de leur futur défi qui est de conquérir le toit du monde, l'Everest. Et enchaînant avec les actualités internationales, le ministre tanzanien des Affaires étrangères a recusé tout usage excessif de la force contre les manifestants hostiles au pouvoir quand le principal parti d'opposition fait état de 700 morts depuis les élections présidentielles et législatives. France 24. Sur cette artère de Dar es Salaam, la capitale économique, des manifestants prêts à en découdre. Routes bloquées, véhicules et mobilier urbain incendiés, des Tanzaniens vent debout contre le parti au pouvoir qu'ils accusent de voler les élections. La contestation s'est étendue à tout le pays depuis mercredi, premier jour de vote aux élections présidentielles et législatives. Comme en témoignent ces heurts à la frontière avec le Kenya, où les protestataires accusent les forces de sécurité de tirer à balles réelles sur la foule. La police a tiré des lacrymogènes et tiré sur des manifestants à balles réelles. On a vraiment vécu une journée atroce. Un double scrutin sous très haute tension où l'opposition, presque totalement écartée, évoque un bilan de quelques 700 morts lors des manifestations. Le pouvoir, incarné par la présidente Samia Suluhu Hassan, a bloqué l'accès à Internet. Les autorités ont aussi imposé un couvre-feu à Dar es Salaam. Face au risque d'escalade de la violence, les Nations Unies ont appelé le gouvernement tanzanien à la retenue. Nous appelons les forces de sécurité à éviter un usage disproportionné de la force, de recourir à des armes létales contre les manifestants. Elles doivent tout mettre en œuvre pour apaiser les tensions. Les manifestants doivent pouvoir manifester pacifiquement. Les résultats des élections ne sont pas encore connus, mais les médias d'État prédisent une victoire écrasante du CCM, le parti au pouvoir. Samia Suluhu Hassan, ex-vice-présidente qui a succédé à John Magufuli en 2021 sans élection, devrait donc être réélue sans grande surprise. Celle qui a suscité l'espoir des Tanzaniens à son arrivée au pouvoir, en autorisant notamment les rassemblements politiques de l'opposition, est aujourd'hui accusée de museler toutes les voix dissidentes. Depuis 3 semaines que dure le cessez-le-feu, le quotidien des Gazaouis tente de reprendre son cours. Certaines écoles et universités ont pu rouvrir. Rencontre avec des écoliers à Der al-Baha et des étudiants à Gaza City. France 24. Dans la cour de cette école primaire de Der el-Balah, il reste encore quelques tentes et abris de l'ONU.
Mais tous les efforts sont faits depuis plusieurs jours pour que les classes puissent rouvrir et l'enseignement reprendre, même si les conditions restent difficiles. On n'a pas pu aller à l'école pendant 2 ans et maintenant on peut reprendre les leçons. J'adore apprendre, surtout après 2 ans sans classe. On a besoin de manuels scolaires et de stylos. Pendant la guerre, tout s'est arrêté, mais maintenant, on est de retour. Les 2 années de guerre ont paralysé le système éducatif de Gaza et ont privé plus de 650 000 enfants d'une scolarisation normale. 3 semaines après le cessez-le-feu, les enfants d'âge scolaire qui ont pu rentrer chez eux peuvent parfois réintégrer des salles de classe temporaires comme celle-ci. Leurs aînés aussi peuvent reprendre progressivement les cours. L'université Al-Azhar à Gazaville est l'un des premiers établissements d'enseignement supérieur de la bande de Gaza à rouvrir ses portes. Pour ces étudiants qui souhaitent s'inscrire, c'est le début d'un nouveau semestre, mais aussi le signe d'un possible nouveau départ. Pouvoir retourner à l'université et constater qu'elle existe toujours, ça nous donne l'espoir de reprendre une vie normale. Avant la guerre, la bande de Gaza comptait près d'une 50aine d'établissements d'enseignement supérieur pouvant accueillir plus de 200 000 étudiants. La plupart des établissements sont détruits, comme les équipements et le matériel de recherche. Pour terminer, au nord-est de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Comoé reprend vie après des années de dégradation liées aux crises politiques. Chaque jour, des hommes sillonnent cette vaste étendue pour la protéger. Ce sont les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, gardiens de la biodiversité. France 24. Cela fait déjà 3 jours qu'on est là. Comme il y a un point d'eau juste à côté de nous, on fait les patrouilles, l'araignée dans la zone, avant de débaser pour avancer devant encore. À l'époque de mon temps, il y avait 3000 éléphants ici. Des milliers d'antilopes de toutes variétés. Donc voilà un coq de buffon là, qui est là. Ça, il y en avait au moins 100 000. C'était comme des moutons dans un village. Là. Les agents ont été formés en lutte anti-braconnage. Et ils ont permis véritablement de mener les actions de surveillance pour nettoyer le parc. Et amener la quiétude pour que la faune revienne. Quand on prenait la gestion, c'était le braconnage qui était en tête. Quand on a mené les mesures de gestion, vous voyez, le braconnage a baissé. Mais cependant, un nouveau phénomène est apparu, qui est l'orpaillage. Cette édition touche à son terme. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne soirée sur Viva.